Présenté et défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté le samedi 7 décembre 2024 par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. C'est sans débat que les représentants du peuple ont voté ces textes à la suite d'une motion du député national Alfred Dibandi Nzondomio. Cet élu du peuple a estimé que la plénière devait attendre le rapport de la mission d'évaluation de l'état de siège effectué par la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, mission au cours de laquelle elle était accompagnée de quelques élus nationaux. Est-ce qu'à présent, nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 320 députés nationaux ont voté pour, 47 ont voté contre et 1 s'est abstenu. Ces choix de proroger sans débat l'état de siège dans ces 2 provinces traduit à suffisance la patience de la Chambre basse du Parlement et l'urgence pour cette institution d'avoir enfin le rapport d'évaluation de cette mesure d'exception au regard des cris d'alarme des populations locales qui dénoncent certaines dérives et mégestions dans ces 2 provinces. Plusieurs motions d'information ont été également lues par les députés nationaux. Il s'agit de la situation de la sécurisation des agents de la RTNC, l'insécurité dans la province des Kwango, l'insécurité au plateau des Bateke, la situation sanitaire autour de la pollution de l'air à Kinshasa, la situation sécuritaire et les tueries dans les mines à Mwenga, la situation des embouteillages sur la RN1 tronçon Kinshasa-Matadi et la situation des catastrophes naturelles après les pluies diluviennes à Wamba, Butembo, Matadi et autres. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis aux parlementaires de transmettre au gouvernement les sons des cloches de la population traduits par ces différentes motions d'information lues par leurs élus légitimes. Les associations, les artisans, les PME, les jeunes entrepreneurs qui ont vu leur argent disparaître dans les comptes, dans leurs banques, dans leurs micro-coopératives de crédit et d'épargne, plus de 60 millions de dollars. L'année passée, on a écrit à l'Assemblée nationale. Vous vous souviendrez que même le président Bosso avait parlé en Swahili, Akisandi Sana, la question n'a pas été résolue. Octobre, il y a 2 mois, j'ai encore soulevé cette question et j'ai écrit une question écrite à adresser à la Banque centrale. Ils doivent passer par les bureaux de l'outil. C'est ce qu'a dit le président. Il s'est consulté là-bas avec les 2 autres présidents. On a dit que maintenant la lettre est prête, c'est parti, ça va partir, pour que la Banque centrale, qui est la garante de l'épargne congolaise, l'épargne publique, éclaire la représentation nationale et l'opinion publique à ce sujet. Il est inexplicable. Nous sommes le seul pays au monde où on voit les citoyens, leur épargne disparaître comme ça, escroquer, arnaquer, sans réaction de la Banque centrale. Et ces gens-là sont sous surveillance de la Banque centrale, sous la liquidation de la Banque centrale. D'ailleurs, la plupart ne sont pas encore liquidés. Il y a par exemple les Imara qui avait 12 500 000 morts. Je vous dis, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont divorcé. Il y a des gens qui ne sont plus on va de leur maison aux enchères parce qu'ils ont perdu l'argent. Les femmes, les pauvres femmes vendeuses de légumes avec $100, $200. Les églises, les offrandes des églises, les dîmes, les gens à l'église. Donc, nous avons soulevé cette question parce qu'il y a 2 possibilités. Que la Banque centrale puisse rembourser ces fonds-là et lui-même poursuivre les banquiers là et le gérant des coopératives, d'épargne de crédit. Et puis, il y a d'autres solutions. On peut les mettre dans la dette publique. On peut aussi les mettre dans les comptes de rubrique intervention économique. Il y a des milliards et des milliards sur le plan économique à l'Assemblée qui est voté. Il faut quand même, les gens du Sud Kivu, on vit leur
maisons incendiées, on vit les guerres depuis 1990, on vit des catastrophes, des éboulements, les inondations, les érosions, même les naufrages, c'est tous les jours sur les lacs qui vont. Ces gens-là souffrent sans aide et les paix qu'ils avaient en banque disparaître comme ça. Vous avez parlé de cette question et je crois qu'on aura une solution. Moi, je suis un entrepreneur, un opérateur, représentant du secteur privé. J'ai parlé aussi dans la grande richesse que dispose la RDC, c'est le port à eau profonde des bâtiments. Il faut que les gouvernements investissent dedans. Les Belges s'est battu pour avoir l'accès à cette mer. Vous craignez la mise en œuvre, la mise en essai. Les membres des corridors centrales représentent le secteur privé dans tous ces corridors. Il y a les corridors Oasis, il y a les corridors Nord, il y a les corridors centrales, il y a les corridors Lobito. Et dans tous ces corridors, c'est la RDC qui est le deuxième ou le premier ou le troisième économie de ce pays. En Tanzanie, sur 30 000 tonnes, la RDC a environ 10 000 tonnes pour 3 provinces. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema et une partie orientale. Le port de Mombasa à Dar Salaam au Kenya, il est la troisième économie. Donc, mais si nous avions notre port de Banana, donc nous pouvons quitter Lubumbashi avec nos marchandises, passer par Ara, nous pouvons quitter Bukavu, Kisangani, si nous avons la route RN2, RN3, RN1, parce que cette route là-bas fait la jonction de toutes nos provinces. Il faut reconstruire nos routes, asphalter nos routes, c'est ça la richesse. Et si le Congo néglige ça, son économie ne se développe pas. Dans tous ces pays, on peut produire des produits agricoles. Nous avons fait une étude. Toute la République démocratique du Congo. Il y a des filières manioc, des filières riz, des filières maïs. Il faut investir là. Mais il y a des déséquilibres. Quand on paye la dette intérieure, on a payé plus de 300 millions. On n'a pas payé les opérateurs économiques de l'intérieur. On a payé les amis, les Libanais, les Chinois, les Indiens. Comment voulez-vous qu'on développe l'économie lorsqu'on ne tient pas compte aux opérateurs économiques nationaux, les PME? Si on veut payer une dette de 300 millions, il faut faire l'équilibre. Quelles sont les dettes dans toutes les provinces? On voit les provinces, combien ils reçoivent dans cette dette à payer. Si on donne des marchés, il faut répartir. Vous n'allez pas créer des milliardaires sans les appuyer. Donc ça, nous disons au chef de l'État, il faut tenir compte. Il n'y a pas de pays au monde qui se développe sans économie. Il faut d'abord développer votre économie. L'économie, c'est les infrastructures, les routes, les ports, les aéroports. C'est ça me plaît de dire, chaque fois comme secteur privé, ici à l'Assemblée nationale. C'est son cœur face à un comportement irresponsable de notre propre gouvernement. C'est-à-dire quoi? L'ERAN, dirigé par Joseph Kony, avait fait des exactions perpétrées dans la province de Haut-Ouélé et Bas-Ouélé pendant plusieurs décennies. L'ONG APROU, Action pour la promotion rurale, en collaboration avec PAX des Pays-Bas, avait commencé à négocier pour que nos frères qui sont nos frères qui sont ramassés par la LRA du côté Centrafrique soient rapatriés dans leur pays natal. Alors, avec la collaboration de cette ONG précitée, au niveau de Centrafrique, il y a eu une réunion quadripartite dans laquelle, avec plus part, les gouvernements sud-soudanais, les gouvernements ougandais, les gouvernements centrafricains, mais le gouvernement congolais avait brillé par son absence. Alors, le gouvernement ougandais avait décidé pour rapatrier les siens qui se trouvaient également en Centrafrique. Il fallait que le gouvernement congolais aussi, lui, puisse décider de rapatrier le peuple congolais qui était en souffrance dans la République centrafrique. Malheureusement, il n'était pas là. Le gouvernement ougandais, par son amour, a décidé de rapatrier les nôtres en Ouganda. Ils sont au jour d'aujourd'hui au centre de transit à Goulou. Goulou, c'est un village, bien sûr, qui se trouve en Ouganda. Ils sont là au centre de transit, direction la RDC. Mais depuis le 15 septembre 2023, le gouvernement s'est tué. Le gouvernement congolais s'est tué jusqu'à ce jour. Nos frères congolais sont en train de souffrir. Aucune assistance. Ils ne savent pas dans quel sens avouer. Ils sont là en attendant qu'ils soient rapatriés dignement dans leur pays natal. Mais le gouvernement congolais, absent, brille. Concrètement, vous demandez quoi au gouvernement? Nous sommes en train de demander à ce qu'une commission mixte soit opérée vite que possible. Je dis bien vite que possible. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les députés, certains députés de Haut-Ouélé, que nous sommes,
nos collègues qui sont à Bazouélé, parce que la population qui se trouve sont plus dans les territoires de Faranche, territoire de Dungu, territoire de Niangaran, territoire de Angro, territoire d'Anketi, ainsi de suite. Mais aussi les experts qui doivent nous accompagner, les experts du gouvernement, pour aller voir qui sont ces Congolais-là, ils sont nombre de combien, qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils soient rapatriés dignement dans leur pays natal. Tout est parti du constat que nous avons fait. Vous savez que la loi des finances annuelles, c'est une loi pour l'exécution de laquelle le ministre du Budget est obligé de prendre la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution du budget. Et le chef de l'État fait de son mieux pour promulguer la loi des finances annuelles au plus tard le 31 décembre. C'est par respect au principe de l'annualité budgétaire. D'après ce principe-là, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc quand le chef de l'État promulgue la loi des finances au plus tard le 31 décembre, c'est pour que cette loi des finances-là puisse entrer en vigueur le 1er janvier. C'est-à-dire dès qu'elle entre en vigueur, elle doit être aussi exécutée. Mais pour son exécution, il faut que le ministre du Budget signe la circulaire dont j'ai parlé. Mais cette circulaire-là, elle est souvent signée plus tard, 2 semaines après, 3 semaines après. Nous estimons que c'est une pratique qui est en marge de la loi et contre laquelle il faut réagir. Donc c'est pour cela que nous avons pris la parole aujourd'hui par motion d'information pour interpeller le ministre du Budget au respect de ces principes d'annualité budgétaire, qu'il fasse de sorte que dès que la loi des finances est promulguée, lui à son tour qu'il signe sa note circulaire. Voilà. Ça sera quoi son impact? Non, son impact est que c'est d'abord le respect, il faut apprendre à respecter la loi. Quand il signe là, au plus tard le 1er janvier, donc il respecte le principe de l'annualité budgétaire qui est consacré même dans la Constitution. Nous voulons que les choses puissent changer, qualitativement et positivement. Ce n'est pas normal que le ministre du Budget signe la circulaire en rapport avec l'exécution du budget au-delà du 1er janvier, alors que le budget entre en vigueur le 1er janvier. Donc le 1er janvier, là, en principe, on doit avoir déjà la circulaire du ministre du Budget qui nous montre comment est-ce que nous devons exécuter le budget.